Madame, Messieurs, bienvenue dans cette édition spéciale consacrée à la présence du président de la République gabonaise à la 80e Assemblée générale des Nations Unies. C'est à New York une première participation en tant que président élu pour Brice Clotaire Oligui Nguema. Lors de sa prise de parole, vous l'avez entendu à l'instant, le numéro 1 gabonais a fixé le cap que la diplomatie gabonaise va prendre durant ces 7 prochaines années. À la tribune de l'ONU, Oligui Nguema a retracé le parcours du Gabon depuis le 30 août 2023, date qui scellait la fin du régime d'Ali Bongo Ondimba et qui ouvrait une période de transition dans le pays. L'an dernier, il s'exprimait déjà à cette tribune en tant que président de la transition sur ce processus en prenant l'engagement de respecter le chronogramme de 2 ans de cette période d'exception. Il s'est agi aujourd'hui pour le président gabonais de faire le point sur la situation du Gabon et surtout de donner la position de son pays sur les sujets d'actualité. Le Gabon n'est plus un pays en suspens, il est de retour aux côtés des autres États, debout et digne, je le cite. Quelle lecture faire de cette allocution du chef de l'État gabonais? Comment comprendre la position du Gabon sur le plan diplomatique et surtout comment envisager l'avenir? On en parle dans cette édition spéciale avec moi sur ce plateau Sylvestre Ratanga, diplomate, ancien ambassadeur du Gabon à l'UNESCO en Allemagne. Une riche carrière diplomatique se serait passée toute la soirée s'il fallait vous présenter. Merci d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24. Merci de m'avoir invité. Et juste à vos côtés, on a notre Arnaud Lilian Billy, qui n'est plus à présenter, mais quand même analyste politique. Merci Arnaud Lilian de nous avoir rejoints sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Alors messieurs, première interrogation, mais qui n'en est peut-être pas une. C'est vrai que le Gabon n'avait pas été suspendu par l'ONU après le coup d'État du 30 août 2023, mais la situation est différente aujourd'hui. Peut-on dire qu'officiellement, le Gabon signe son retour quand même sur la scène diplomatique internationale? Monsieur Ratanga. J'estime pour ma part que le Gabon n'a jamais quitté la scène diplomatique internationale. Parce que vous qui suivez l'actualité en tant que journaliste, savez très bien que le chef de l'État a toujours été reçu partout où il est parti et il a toujours été très bien reçu. Ouais. D'accord. Donc, il se situe dans la continuité de ce que ses prédécesseurs ont fait, à savoir venir donner la position du Gabon sur la scène internationale, dans cette arène qu'est l'Assemblée générale des Nations Unies. Monsieur Arnaud Lilian, Brice Clotaire Oligui Nguema, ce sont 2 discours à 2 périodes différentes, je le disais déjà à l'entame de mon propos. Quelle lecture faire de cette prise de parole de ce 25 septembre 2025 à l'ONU? D'abord, il y a eu 2 formes de discours, 2 formes de langage utilisées dans le discours de Brice Clotaire Oligui Nguema. Il y a d'abord eu le langage de la rupture, parce qu'il a rappelé dans une très grande première partie, la rupture, avec un autre visage du Gabon jadis qui jalonnait le système des Nations Unies, qui était présent sur la scène internationale avec une certaine valeur. Il a dénoncé cette rupture indirectement à travers ce discours, en disant que le Gabon aujourd'hui ce n'est plus celui qui était hier, nous n'acceptons plus tout, nous n'acceptons plus n'importe quoi, nous voulons ce que le peuple a décidé d'être, un Gabon digne d'envie. Donc c'est une rupture avec les pratiques passées. Mais aussi dans ce nouveau discours, c'est le ton qu'il a utilisé pour dire on n'est plus là pour accepter tout ce qui est dit, nous pouvons aussi nous dicter, parce que la présence à ce 80e anniversaire est une opportunité donnée au président et il a été clair là-dessus. Le Gabon aujourd'hui n'est plus un pays qui doit prendre les leçons, mais c'est un pays aussi qui doit donner des leçons. Ouais. L'exemple, il a dit la transition est une belle leçon qui peut être enseignée dans certains endroits, mais aussi de dire que nous avons aussi des opportunités à saisir, mais aussi des choses à dire, et parmi lesquelles la souveraineté économique de notre continent, et puis la souveraineté militaire aussi de notre continent, ce qui passait également par l'acceptation aussi du point de vue des autres, c'est-à-dire le point de vue du Sahel. Au lieu de condamner, il faut comprendre comment faire valoriser cet espace. Au lieu de condamner, il faut travailler avec tout le monde. Donc cet accent de rupture et de continuité dans cet ensemble que nous ferons, cet ensemble qu'on peut aller plus loin, la rupture, parce que nous ne pouvons plus faire comme avant, il est question de réfléchir autrement. Alors, Arnaud Lilian a essayé de l'évoquer, Monsieur Ratanga, le cas du Gabon qui pourrait, selon Brice Clotaire Oligui Nguema, faire école pour d'autres cas de transition en Afrique. Est-ce qu'on peut dire que véritablement, certes, il y a eu ce retour à l'ordre constitutionnel amorcé par la présidentielle, il y a eu ce respect du chronogramme, mais est-ce que véritablement le Gabon pourrait faire école pour les autres pays africains? Il m'est difficile de répondre à cette question, mais il faut reconnaître une chose, c'est que le coup d'État qui s'est passé au Gabon n'a rien à voir avec ce qui se passe habituellement, dans la mesure où, contrairement à beaucoup d'autres endroits,
il n'y a pas eu d'effusion de sang et tout s'est passé très vite. Et c'est comme si le peuple attendait impatiemment que cela se passe. Vous savez, je préfère que ce soit les autres pays qui nous disent qu'effectivement nous allons prendre école sur vous. Oui. Mais il est vrai que ce qui s'est passé est quelque chose d'extraordinaire et qui mérite d'être suivi, n'est-ce pas, et d'être étudié de très près. Maintenant, il faut voir cela dans le long terme, d'accord? La transition a duré 2 ans. Nous entamons le premier septennat de la Ve République. C'est là où les choses sérieuses commencent maintenant. Oui. Et il faut travailler, nous allons sûrement en parler, pour faire en sorte que ce soit une réussite. Parce que, comme j'ai l'habitude de le dire, chacun d'entre nous ne peut pas attendre d'avoir à la tête de l'État un candidat de son choix. Certainement pas. Nous avons un président de la République qui a été élu. Nous avons 7 ans. Eh bien, il faut travailler pour que ces 7 ans soient une réussite. Pour le Gabon, pas pour lui, ni pour chacun d'entre nous, ni contre qui que ce soit, mais pour la réussite du Gabon. Et ça, c'est un engagement que tous les patriotes devraient prendre, n'est-ce pas, vis-à-vis de leur pays. Et justement, il y a cette phrase de Brice Clotaire Oligui Nguema qui dit « Je sais également pouvoir compter sur l'appui de l'ONU dans le cadre de la mise en œuvre du plan de croissance et de développement du Gabon », puisque vous parlez de ce septennat qui est assis sur ce plan de développement et de croissance. Il sort d'un sommet avec les États-Unis et le continent africain, mais dans les pays du continent africain, on les avait comptés, il n'était que 5. Un seul représentait l'Afrique centrale, c'était le Gabon. Brice Clotaire Oligui Nguema avait clairement dit à son homologue américain qu'il fallait entrer désormais dans un partenariat gagnant-gagnant, puisqu'il l'a rappelé dans son discours, il n'est plus question pour les pays africains de uniquement exporter leurs ressources naturelles sans les transformer sur place. Est-ce qu'ici, il y a une sorte de sursaut quand même sur le plan économique, sur cette diplomatie économique-là, M. Ratanga? Écoutez, j'ai écrit un peu sur cette question dans... J'ai publié depuis à peu près 2 mois une tribune toutes les 2 semaines dans Gabon Matin. Très bien. Et je crois que la prochaine passera sûrement lundi, si l'actualité politique que sont les élections ne prend pas beaucoup de place. Et j'ai dit clairement que de tous les chefs d'État, des 5 chefs d'État qui étaient présents à New York le 9 juillet, le président Oligui Nguema est, me semble-t-il, celui qui a le mieux expliqué ce qu'il attendait d'un partenariat, n'est-ce pas, avec les pays qui se disent prêts à aider le Gabon. La nouveauté que je voudrais voir dans son langage se situe au niveau du suivi de ce qui a été dit et de ce qui sera fait. Parce que dans les articles que j'ai déjà publiés, j'ai montré comment, depuis les années 70, 80, depuis les années 70, nous avons eu plusieurs projets qui auraient pu se faire, n'est-ce pas, avec des partenariats qui étaient prêts à nous aider à les faire. Mais le tort ne vient pas toujours de nos partenaires, il vient aussi de notre part, par absence de suivi. Et ce qui me plaît particulièrement dans le projet, dans le plan de développement 2025-2032, c'est que pour une fois, nous avons des organes de suivi et un suivi, disons, au quotidien, mensuellement, semestriellement, annuellement. Nous avons même surtout déjà le retour du ministère de la Planification. Absolument. Auparavant, il y avait des plans de développement qui n'étaient peut-être pas suivis, mais qui avaient le mérite d'exister. Oui. Vous comprenez? Donc, il n'est plus question de faire des projets comme ça, à l'emporte-pièce. C'est quelque chose de bien pensé. Et j'ai lu tout le plan de développement, et je trouve qu'il est vraiment bien fait. Mais maintenant, il faudrait trouver les personnes adéquates pour mener à bien cette réforme. Arnaud Lilian, ce que M. Ratanga dit est pertinent puisque la volonté du président de la République est affichée. Il l'assume, il veut que le Gabon passe à un nouveau cap en transformant ces matières au niveau local. Il y a certes des défis énergétiques, mais il en appelle à l'investissement, aux investisseurs étrangers.
Mais il y a cette question du suivi de projet. Il y a cette question de la continuité de l'administration. Aujourd'hui, avec les challenges actuels, les défis actuels, est-ce que le Gabon lui-même est prêt à relever finalement ces défis? Je crois que nous sommes prêts parce qu'il faut comprendre le langage et l'enjeu qui va avec. Vous avez un président de la République qui, entre autres, le mandat n'intéresse pas. La politique politicienne, la durabilité au pouvoir n'intéresse pas parce que vous avez remarqué que sur la scène internationale, quand on tient ce langage, c'est qu'il faut l'assumer. Quand on tient un langage où on dit « mon peuple veut », le Gabon doit atteindre ce niveau, le Gabon doit faire ceci, le Gabon doit faire cela. On ne pense pas à la prochaine élection, on pense à ce que le peuple attend. Alors que pendant longtemps, il y avait des accords de partenariat entre certaines puissances, j'ai envie de dire lobby, et des présidents africains qui garantissaient dans l'ombre la durabilité de leur pouvoir, et ceci en contre-fiche de ce que pensait le peuple. Mais M. Billy, est-ce que c'est dire qu'aujourd'hui, ces lobbies n'existent plus? Non, c'est là où naît la rupture. La rupture vient donc comment je mets un projet en me rassurant que ce projet va perdurer, en mettant en place les mécanismes sus-mentionnés, en disant qu'il y aura une évaluation de tout ce qui est mis en place, en même temps un suivi. Alors que quand on veut une pérennité d'action gouvernementale et une efficacité, on fait en sorte qu'on ne regarde pas l'action politique en elle-même, mais on regarde plutôt à l'efficacité de ce que nous sommes en train de mettre en place. Avant, il a été ministre, il a été membre du gouvernement, il sait ce que ça fait de faire une planification, ministre des Transports, pour préciser. De dire nous allons travailler pour ce pays, je planifie une action sur 3 ans et arrive un jour, on vous enlève du gouvernement, votre prédécesseur arrive, il change tout. Donc il y a cette difficulté d'accepter que l'État est au-dessus de la personne. Et c'est aujourd'hui à Brice Clotaire de comprendre qu'à chaque membre du gouvernement, il doit avoir une feuille de route. Et cette feuille de route, quand elle n'est pas suivie, elle n'est pas tenue, la personne part, mais la feuille de route continue parce qu'il y a un objectif à atteindre derrière. Et l'objectif, il faut le rappeler, ce n'est pas la satisfaction politique, c'est la satisfaction des individus, des Gabonais, c'est raison pour laquelle ils prennent pour la rupture de la manière dont ça a été fait avant, c'est-à-dire penser politique d'abord, au lieu de penser nation d'abord. La rupture au niveau... Oui, M. Ratanga, vous pouvez rebondir. Pour cette rupture, la rupture ne peut pas se faire sans personnes adéquates. Exact. Pour le faire. Je vais me permettre de vous lire une circulaire, c'est la circulaire présidentielle numéro 0028 PR du 23 septembre 1971 du président Omar Bongo. Vous allez comprendre pourquoi je vous la lis. Et je voudrais espérer que la situation que dénonce le président Bongo à l'époque, Brice Oligui Nguema n'était même pas né, n'est-ce pas? Je voudrais espérer que cette situation ne va pas se retrouver aujourd'hui encore et qu'il y aurait effectivement le changement de mentalité sans lequel rien ne pourra se faire. À messieurs les membres du gouvernement, messieurs les hauts commissaires, secrétaires généraux, commissaires généraux et directeurs des administrations centrales, je suis au regret de constater que les instructions que je vous donnais et les recommandations que je vous faisais par mes 2 circulaires numéro 5 et 9 des 2 février et 7 avril 1971 n'ont été suivies d'aucun effet. La première des circulaires traitait de l'institution à l'état endémique au niveau des ministères et de l'administration d'un favoritisme basé sur les liens familiaux, ethniques et régionaux. La seconde stigmatisait le manque de conscience professionnelle et de civisme des fonctionnaires et agents de l'administration, ainsi que la carence des cadres au point de vue autorité. Au contraire, de nombreux cas dont je suis saisi témoignent que la situation ne fait qu'empirer, que les protections jouent à plein au sein des services publics, que le laisser-aller et la paresse redoublent dans les ministères et que notre administration se détériore chaque jour davantage pour le plus grand dommage des administrés. Un sursaut est indispensable qui ne s'obtiendra que par l'application des mesures radicales que vous allez prendre après avoir relu, diffusé et commenté à tous les échelons les 2 circulaires précitées
ainsi que la présente. Et je vais vous arrêter là, M. Ratanga. Est-ce dire que durant 50 ans et aujourd'hui encore, nous sommes dans les mêmes pratiques? Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, ce sursaut exprimé par Brice Clotaire Oligui Nguema à la tribune de l'ONU n'est pas celui qui permettra de rompre finalement avec les habitudes du passé? D'autant qu'on l'a écouté le 16 août dernier, il disait ne plus vouloir faire avec les pratiques du passé telles que la géopolitique. C'est un espoir. Attendons de voir sur le terrain. Je ne peux pas vous répondre que oui, c'est vrai, que ce n'est pas vrai. Il faut voir ce qu'il en est. Il y a des cas quand même, il y a des cas qui laissent à désirer. Jusqu'où le président... Mais un seul, le chef de l'État, ne peut pas à lui seul régler tous les problèmes. Il a des équipes qui travaillent avec lui. Aujourd'hui, les chefs de l'État, il faut le préciser, les chefs du gouvernement. Jusqu'où doit-il aller? Mais faire des exemples, tant que vous n'avez... sous Léon Babinko, en passant par Omar Bongo, je ne sais pas si vous avez vu qu'il y a des personnes qui nous ont fait des exemples. Il n'y a pas eu d'exemple en dehors de quel que soit les Bongo, Numa, Opération Scorpion, Scandale. Après, on a vu ce que ça produit, rien d'intéressant. S'il n'y a pas de sanctions officiellement et de dire que telle personne, par non-suivi du protocole administratif, vous êtes mise à l'écart et que vous êtes mis devant les personnes, devant votre responsabilité, je crois que le lien familial, je crois que le clanisme, et je crois que la provincialisation encore des institutions seront là. Mais aussi de comprendre et de régler. Et Léon Babinko avait compris l'astuce. C'était celui de s'intégrer directement depuis l'administration publique en interdisant certaines fonctions en fonction de vos clans et de votre ethnie. C'est-à-dire, si vous êtes ministre de la République venu de telle province, votre directeur de cabinet vient impérativement d'une autre province, votre chef de service d'une autre province, pour éviter cette familiarisation et cette provincialisation des fonctions. Et c'est à partir de là que tout le monde se met au travail, parce que vous savez que vous êtes là pour travailler, vous n'êtes pas là par un lien de fraternité ou d'amitié. Et cette pratique, il faut mettre une rupture avec eux, puisque nous chantons la 5e République. Il faut aussi que nous la dansons et que nous la vivons. Et c'est la raison pour laquelle il faut que tout le monde y mette du sien, tout le monde prenne le pas. J'aime bien que nous la dansons et que nous la vivions, mais le discours de Brice Clotaire Oligui Nguema à la tribune de l'ONU n'était pas qu'un discours gabono-gabonais, j'ai envie de le dire comme ça. Il s'est intéressé, vous l'avez dit Arnaud Lilian, aux crises qui touchent la sous-région, notamment la RDC. Aujourd'hui, M. Ratanga, est-ce qu'on est prêt à faire taire les armes en RDC? Est-ce que la voix du Gabon peut porter de sorte à faire bouger les lignes dans ce pays-là? Vous savez, je crois que c'est le professeur Rosatanga Riegno et le professeur Enongwe qui ont disserté sur la médiation. Et il disait que pour que les médiations réussissent, il faut que les parties concernées soient d'accord, se mettent d'accord, acceptent, n'est-ce pas, les propositions que fait le médiateur. Le président Omar Bongo s'est impliqué dans beaucoup de négociations, de médiations. J'ai participé à certaines d'entre elles. Mais l'on se rend compte que la majeure partie de ces médiations n'ont jamais abouti au résultat escompté. Mais il n'est pas seul dans ce cas, madame. Vous savez, il y a un noir américain, un afro-américain qui s'appelait Ralph Bunche, qui travaillait au département d'État et ensuite aux Nations Unies. Il a été prix Nobel de la paix en 1949. Je crois même que c'est le premier noir à avoir été prix Nobel de la paix, en 1949. Et vous savez pourquoi il a été prix Nobel? Dites-nous, M. Ratanga. Parce que c'est lui qui a négocié et amené les Palestiniens et les Israéliens à signer l'accord de paix après la guerre, n'est-ce pas, qui a suivi la création de l'État palestinien. Il a été prix Nobel de la paix en 1949. Est-ce qu'Oligui Nguema devrait... Nous sommes aujourd'hui en 2025. Est-ce que la paix existe entre la Palestine et l'Israël? Vous voyez? Donc, si Oligui Nguema se situe, n'est-ce pas, dans la lignée de son prédécesseur et mentor Kofi Omar Bongo, j'allais d'ailleurs vous poser la question, est-ce que c'est dans cette lignée qu'il se situe? Mais pour que ça réussisse, il faut que les protagonistes, n'est-ce pas, acceptent. Or, si vous regardez, le conflit dans l'Est de l'Afrique ne date pas d'aujourd'hui.
Le conflit dans l'ancien Zaïre, l'actuel RDC, ne date pas d'aujourd'hui. Vous comprenez? Le problème serait simple s'il était africano-africain. Malheureusement, il y a des puissances étrangères qui interviennent, qui ont leur intérêt à ce qu'il n'y ait jamais de paix. Et est-ce que ce n'est pas tout l'intérêt pour Oligui, justement, sachant tous ces paramètres, de dénoncer cela à la tribune des Nations Unies, où il y a toutes ces puissances étrangères? Moi, je parlerais de dénoncer au niveau international, mais de ne pas totalement s'impliquer sur cette crise. Je vais être assez difficile. Pourquoi? Parce qu'il faut d'abord savoir comment fonctionne le système des mécanismes des Nations Unies. En dehors des Nations Unies, mais aussi des relations internationales. Parce que vous avez les Nations Unies, qui est une nation bien huilée, mais vous avez aussi le fonctionnement des relations internationales bien différentes, parce qu'à l'intérieur interviennent plusieurs forces et plusieurs formes. Vous avez ce qu'on appelle des États pivots. Et aujourd'hui, nul ne l'ignore, le Rwanda est un État pivot. C'est-à-dire le Rwanda aujourd'hui est géré et nourri par une puissance étrangère et par plusieurs lobbies. Alors, vous ne pouvez pas aujourd'hui aller négocier uniquement avec le Rwanda sans que le Rwanda ne réfère, parce que c'est l'État pivot, à toutes ces entités qui sont autour d'elle et qui apportent ce soutien. Donc vous comprenez que ça devient difficile de dire je vais faire asseoir le Rwanda et le Congo. Le Congo veut bien, puisque le Congo c'est son territoire qui est envahi. Mais le Rwanda, il y a à te dire, moi je ne suis pas que seul. J'ai d'autres personnes qui non seulement me soutiennent, mais m'incitent à cela. Mais il y a aussi le brassage culturel et religieux, et j'ai envie même de dire matrimonial entre le Rwanda et le Congo, là où vous avez la moitié des cadres du Congo bien placés qui sont mariés à des Rwandaises. Donc, difficile de dire que le Congo va se lever un bon matin pour dire je vais attaquer le pays voisin alors que culturellement et matrimonialement nous avons des liens. C'est un point de vue. Donc, ça devient difficile. Non, ce sont des faits. Oui. Donc, c'est pour te dire, quand vous allez vous engager à un dialogue entre le Congo et le Rwanda, il faut prendre en considération tous ces paramètres-là pour dire ce que nous avons posé sur la table. Est-ce que finalement tous les paramètres ont été pris également par Brice Clotaire Oligui Nguema, qui fait partie des rares chefs d'État à parler également de l'AES en disant qu'il ne faut pas les mettre de côté, mais qu'il faudrait les aider finalement à sortir de cette crise qu'on connaît dans l'ouest de l'Afrique? Écoutez, personnellement, pour terminer avec ce point, je dirais que c'est bien de parler comme il l'a fait, mais je serai Brice Clotaire Oligui Nguema que je concentrerai mes efforts sur le développement du Gabon. Parce que Omar Bongo Ndimba a consacré de multiples efforts de médiation pour résoudre des conflits en Afrique avec des pays qui, au niveau de la coopération, n'apportent absolument rien au Gabon. Si je vous prends le cas de l'Angola, le président a joué un rôle pour essayer de réconcilier le MPLA et l'UNITA. Oui. Vous comprenez? J'ai personnellement participé au premier sommet extraordinaire de l'ONU qui était consacré en 1976, en janvier 1976, à l'admission de l'Angola, n'est-ce pas, à l'OUA. Vous remarquerez que la paix en Angola n'a pas résulté d'une médiation quelconque. Elle a résulté de la défaite de l'UNITA par le MPLA. Vous comprenez? Voilà. Aujourd'hui, dans le monde, on a l'impression que c'est la raison du plus fort qui triomphe. Oui. La raison du plus fort qui triomphe. Alors que dans le système des Nations Unies, il faudrait même les Nations Unies, c'est triste aussi à dire, les Nations Unies n'ont jamais résolu le moindre conflit. Le moindre conflit. Je suis navré. Je n'aimerais pas aller jusqu'à vous poser la question si c'est une organisation, comme pour nos organisations sous-régionales, qui n'apporte pas grand-chose aux discussions, mais quand même, messieurs... Mais pour quelle raison? Messieurs... Non, vous avez raison, mais pour quelle raison? Pour une seule et même raison. Dites-moi, l'Afrique a combien d'habitants aujourd'hui? Ah, on a dépassé... on a près d'1,5 milliard. On a près d'1 milliard, hein, avec le Nigeria, oui. 1,5 milliard. 1 milliard. D'accord. L'Amérique latine a combien d'habitants aujourd'hui? Je pense qu'on est aussi dans le... Ouais. Vous comprenez? Sont-ils représentés au Conseil de sécurité des Nations Unies? Et le Conseil des Nations Unies, le Conseil de sécurité des Nations Unies regroupe peut-être un quart de l'humanité. Vous avez
4/5 qui ne sont pas représentés. C'est ça la justice? Il faut se poser la question, le questionnement demeure. Messieurs, pour terminer, puisqu'on est déjà à la fin de cette émission, c'est passé assez vite, peut-être en matière de perspective, qu'est-ce qu'il faut envisager pour le Gabon sur le plan diplomatique? On sait, et le président l'a annoncé à bien des moments, et notamment lors de son investiture, qu'il comptait organiser ici, à Libreville, le sommet de l'Union africaine, des années après le sommet de 77. Il comptait également accueillir la francophonie en 2030. Est-ce que c'est là également une sorte de positionnement du Gabon quand même par rapport à ce qui se passe sur la scène internationale, Arnaud Lilion? Moi, j'ai envie de dire que c'est une forme de mobilité diplomatique parce qu'on n'a pas 5 ans, je pense qu'on a fait près de 3 ans en étant immobile diplomatiquement, là où nous avons eu le chef de gouvernement qui s'est lancé un peu partout où le chef d'État devrait être, pour des questions, on va dire, de santé. Mais là où nous avons aujourd'hui un président de la République qui lui-même, au lieu de déléguer, se prête au jeu diplomatique et remet le Gabon sur la scène de la mobilité diplomatique et de dire nous sommes là, nous sommes présents, il n'y a plus question d'avoir une représentativité en dehors de moi-même. Je suis le chef du gouvernement, chef d'État, et je suis celui que la population a donné 94%. Quand je parle en son nom. Est-ce que Libreville pourra devenir cette plaque tournante de la diplomatie africaine et même mondiale, M. Ratanga? Le Libreville l'a été sous Omar Bongo. C'est pourquoi je dis, est-ce qu'elle pourra redevenir? Mais pour qu'elle redevienne, vous comprenez, pour qu'une action réussisse, il y a plusieurs facteurs. Le premier, c'est la volonté politique. La volonté politique existe. Oligui Nguema le dit clairement. Et maintenant, il faut des hommes pour mener à bien cette mission. Donc, et malheureusement, je dis malheureusement, hein, je n'ai pas l'impression que le ministère des Affaires étrangères ait toujours occupé le rôle pivot qu'il devrait occuper sur la scène nationale. Je vous prends un exemple. Rapidement, simple. Pour terminer. Rapidement. Vous avez le plan de développement 2025-2032. D'accord? Et là-dedans, vous avez des organes de coordination. Quels sont les organes de coordination? La vice-présidence du gouvernement, le ministère de l'économie et le ministère de la planification et de la prospective. Quel est le ministère qui a des représentations partout dans le monde? C'est le ministère des Affaires étrangères. Le président Oligui Nguema parle dans quelle instance? Aux Nations Unies. C'est la politique étrangère. Vous comprenez? Donc, il faudrait que penser à remettre le ministère des Affaires étrangères au centre du débat. Et en le dotant d'un personnel adéquat et faire en sorte que les gens se spécialisent aussi sur des dossiers bien déterminés dans ce domaine. Et ce sera votre mot de fin, Sylvestre Ratanga. Je rappelle que vous êtes diplomate, ancien ambassadeur du Gabon à l'UNESCO et même en Allemagne. Vous avez occupé les fonctions, Arnaud Lilion l'a dit, de ministre des Transports dans... D'abord fonctionnaire au ministère des Affaires étrangères pendant 12 ans. J'allais le préciser au cadre du ministère des Affaires étrangères. Merci beaucoup d'être passé sur le plateau de Gabon 24 avec vous. Il y avait Arnaud Lilion Billy. Comme je le dis souvent, il n'est plus à présenter, mais quand même notre analyste politique et consultant maison. Merci beaucoup de nous avoir abreuvé également de votre science ce soir. Aujourd'hui, le Gabon n'est plus un pays en suspens. Il est de retour aux côtés des autres États, debout, digne et prêt à assumer toute sa place dans le concert des nations. C'est une des phrases de Brice Clotaire Oligui Nguema, cette 80e Assemblée générale des Nations Unies qui se tient actuellement à New York, aux États-Unis. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres. Vous aurez l'occasion, tout au long de cette soirée, d'avoir également d'autres plateaux spéciaux consacrés à la question, certainement avec Jean-Cyril Ondomengue et d'autres invités. Merci encore d'avoir été des nôtres et merci à vous, chers messieurs. C'est nous qui vous remercions. Merci à vous. J'espère vous revoir très vite sur ce plateau de Gabon 24. Ça dépend de vous. Ça dépend de vous. On vous fera l'invitation. Merci encore et à très vite. Merci.